Donc une nouvelle vidéo sur l'actualité de la crise immobilière avec peu d'informations, mais des informations assez pertinentes qui nous laissent penser qu'on va avoir une crise cataclysmique et une très forte baisse des prix très prochainement. Et puis je voudrais parler également, surtout dans cette vidéo, finalement comme on a peu d'informations, du traitement médiatique qui est fait de ces informations disponibles. C'est-à-dire, comme on s'en doutait, on a tous les acteurs de l'immobilier qui sont en train de faire leur propagande pour pousser à l'achat. Comme à chaque fois qu'on a un risque sur le marché immobilier, on a généralement l'État qui propose des aides nouvelles pour les propriétaires et les acteurs de l'immobilier qui passent tous dans les médias pour dire qu'il faut acheter immédiatement. Bon, voilà, on va traiter un petit peu ça, puis en fin de vidéo, je voudrais répondre à Eureka, qui est un YouTuber qui parle d'économie et qui est très très bon. Mais dans sa dernière vidéo, il a dit que l'inflation, finalement, c'était pas vraiment la faute des banques centrales. Alors bon, là, je suis obligé de répondre. Mais d'abord, je voudrais débunker une idée qui circule beaucoup en ce moment, et qui dit qu'il faut acheter des biens immobiliers tout de suite, parce que les taux d'intérêt de l'immobilier augmentent certes, mais ils restent encore relativement bas, et on sait qu'ils vont encore augmenter. Et donc, il faudrait en profiter pour s'endetter comme un porc et pour acheter le plus rapidement possible. On parle même de taux d'intérêt réel. Il y en a qui se permettent de déduire du taux d'intérêt l'inflation à venir en pensant que finalement l'inflation va permettre aux ménages de payer plus cher leur bien immobilier à l'avenir. Ce qui est évidemment faux. Il n'y aura pas d'inflation des salaires, ou en tout cas pas suffisante pour que les ménages puissent épargner plus et puissent s'endetter davantage. Dans ma dernière vidéo, de toute façon, hein, je vous renvoie sur cette dernière vidéo dans laquelle j'expliquais que mathématiquement on arrivait à un point de bascule. C'est-à-dire que l'augmentation des prix de l'immobilier au cours des 30 dernières années, elle est essentiellement basée sur la capacité des ménages à s'endetter davantage. C'était une forme d'ailleurs d'impôt indirect pour financer les vieux. Les vieux ont besoin d'argent pour partir en EHPAD et pour prendre leur retraite, et comme on n'a pas envie d'augmenter les retraites, ce qu'on faisait, c'est que on leur permettait de vendre leurs biens immobiliers hors de prix en demandant aux jeunes d'acheter beaucoup plus cher leurs biens immobiliers. Finalement, il suffisait de ne pas traiter le sujet, de ne pas intégrer l'immobilier dans l'inflation, de jamais surtout évoquer ce sujet, de laisser les prix augmenter et de laisser le crédit bancaire faire le reste. Les jeunes étaient très contents de payer leur maison 350 000 € alors qu'elle en vaut 110 000, parce que c'était un objet de fierté. T'as payé combien ta maison? J'ai payé 350 000 €. Waouh, t'es un mec super riche, tu peux t'endetter. Frérot, tu t'es endetté sur 30 ans pour payer ta maison, tu vois, et t'as une espérance de vie de 50 ans. Donc, à un moment donné, est-ce que t'as fait une bonne affaire? Je ne suis pas sûr. Bon, en tout cas, tout ça, ça a une limite, et la limite, c'est le moment où finalement les nouveaux entrants ne peuvent plus payer plus cher. Il y a le moment où on a une insolvabilité de la demande, ce qui est en train d'arriver. On ne peut pas savoir exactement quand ça arrive, mais on sait que mathématiquement, nécessairement, ça va arriver. Et puis finalement, tout ça, c'est quoi? C'est une chaîne de Ponzi, un système d'investissement dans lequel tu as besoin de nouveaux entrants pour financer l'enrichissement des investisseurs précédents sans qu'il y ait de création de richesse. Ça s'appelle une chaîne de Ponzi. Le jour où il n'y a plus de nouveaux entrants et où ils ne peuvent plus payer plus cher finalement la chaîne, tout le monde se rend compte que c'est une arnaque, il n'y a plus du tout de nouveaux entrants. Et là, la valeur de ta chaîne de Ponzi, elle arrive à 0 €, quoi. Voilà, il y a un effondrement des prix. Et c'est ce qui va arriver. Sauf que comme c'est une chaîne de Ponzi au niveau national, et qu'en plus on s'est endetté auprès d'une banque centrale étrangère, en plus on va se prendre une déflation dans la gueule. Donc je peux vous dire que là, on part sur une baisse des prix coton. D'ailleurs, pour revenir à cette idée de grand reset, finalement, dont je parlais dans la dernière vidéo, le grand reset, c'est quoi? C'est pas vraiment une baisse des prix, c'est un recalcul du prix de tous les actifs, y compris d'ailleurs des actions, obligations et donc de l'immobilier, dans un monde où le crédit est plus rare. Et donc, ce monde où le crédit est plus rare, on est en train d'y rentrer dedans. Alors, le traitement médiatique qu'on a des quelques informations disponibles, il peut se résumer en une chose, c'est que toutes les mauvaises nouvelles qu'on a sur le marché immobilier, c'est toujours un problème pour les acheteurs, jamais pour les vendeurs. Par exemple,
On a un effondrement de la production de crédit avec 45% des crédits immobiliers qui sont refusés par les banques. Et ben, c'est toujours un problème pour les acheteurs. Hein, on ne se dit pas qu'à un moment donné, les vendeurs ils vont être embêtés s'il n'y a pas de crédits qui sont émis. Je t'inquiète ce matin parce qu'on a appris avec Marie Cœur de Roy que 45%, quasiment un dossier de crédit immobilier sur deux, était aujourd'hui refusé par les banques. Alors, il y a le taux d'usure qui est très bas et qui fait que ça bloque. Est-ce que vous voyez d'autres raisons? Est-ce que ça vous inquiète, cette tendance de la rentrée? Ben oui, ça m'inquiète puisqu'il y a des emprunteurs qui auraient pu emprunter sans problème il y a 6 mois qui aujourd'hui ne peuvent plus acheter. Et je ne vous parle pas d'emprunteurs avec des revenus modestes, je vous parle de couples avec 2 CDI, 10 voire 20% d'apport et plus de 3 000 euros de revenus, voire même plus de 5 000 euros. Aujourd'hui, on est obligé de dire non, désolé, revenez plus tard puisque on a aujourd'hui plus de solutions. Le robinet du crédit est quasiment fermé, c'est un petit filet d'eau qui coule et du coup, c'est problématique pour tous ceux qui veulent devenir propriétaires. Mais Sandrine... Alors, une autre information qu'on a, c'est le fait que les banques demandent un apport beaucoup plus important qu'avant pour émettre un crédit immobilier. Une nouvelle fois, c'est présenté comme étant un problème pour l'acheteur et pas pour le vendeur. On ne dit pas, les vendeurs, ils sont emmerdés parce qu'ils trouvent personne, ils trouvent pas d'acheteurs qui ont un apport suffisant pour émettre un crédit immobilier pour les prix actuels de l'immobilier. Non, c'est présenté toujours comme étant un problème pour l'acheteur, hein, qui, le pauvre, n'arrive pas finalement à émettre son crédit à 450 000 euros pour acheter sa maison et réussir sa vie. D'ailleurs, on ne va pas au bout de la logique finalement de l'analyse de cette information. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une banque peut demander un apport plus important pour émettre un crédit, quel que soit le crédit d'ailleurs, que ce soit un crédit pour une voiture, un crédit pour une entreprise, un crédit immobilier, n'importe quoi. C'est tout simplement parce qu'elle estime que le risque est plus important. C'est-à-dire qu'une banque, comment elle garantit finalement de ne pas se faire avoir quand elle prête à quelqu'un? C'est qu'elle te prête pour acheter une maison. Si tu n'arrives pas à rembourser, elle va récupérer, l'apport que tu lui as fourni, et 2, elle va récupérer la maison qu'elle va mettre en vente. Donc si elle a besoin d'un apport qui est plus important, ça veut dire soit qu'elle estime que le prix de la maison va diminuer dans les années à venir, soit qu'elle estime que le risque est plus important parce que tu n'arriveras pas à payer les traites parce que ton revenu disponible va baisser, soit qu'elle estime qu'il va y avoir des loyers impayés en grande quantité sur le marché immobilier et que donc il faut considérer un risque plus important de non-paiement des traites. Mais effectivement, il suffit de regarder ce niveau d'apport personnel. J'arrête pas de vous dire qu'elles en demandent de plus en plus. Les banques, force est de constater par les chiffres d'un courtier qui s'appelle Finance Conseil et qui nous montre à quel point l'apport personnel a progressé de manière historique. Plus 13% en moyenne en France. On frôle les 30 000 euros en moyenne d'apport personnel pour n'importe quel achat immobilier à l'échelle nationale. C'est ce que nous dit donc Finance Conseil. 13% de hausse en l'espace d'un an donc. Et effectivement, c'est en corrélation avec ce que je vous racontais la semaine dernière et les chiffres de Crédit Logement CSA qui nous montraient que pour le mois d'octobre 2021, si je regarde le niveau d'apport personnel, eh bien il a progressé de 26% par rapport à l'avant-crise. Donc effectivement, ça va dans ce même mood. Et dans le détail, évidemment, quand on regarde, c'est forcément dans les régions les plus dynamiques ou les plus chères que l'apport progresse le plus vite. En l'occurrence, c'est la Bretagne, la première région en termes de progression. Plus de 40% de progression en l'espace d'un an. C'est 10 000 euros de plus. Et là, si ça vous fait peur, figurez-vous qu'en Ile-de-France, la hausse, elle est quasi similaire. Sauf que là, c'est 25 000 euros de plus en termes d'apport personnel sur un an. Ça veut dire quoi à la fin? 86 000 euros d'apport personnel en moyenne. Alors, ils vont même jusqu'à accuser finalement le taux d'usure qui serait responsable du fait qu'on n'arrive pas à émettre des nouveaux crédits, alors que le taux d'usure, c'est juste un mécanisme législatif qui permet justement de bloquer l'émission de crédit quand on met trop la personne en difficulté, quand l'émission de crédit est trop dangereuse. Et là, on nous dit, finalement, il faudrait le recalculer pour qu'on puisse continuer à émettre des crédits comme des cochons. Bon, voilà. Une autre information qu'on a, c'est un effondrement de l'activité dans le neuf, en tout cas des nouveaux contrats dans le neuf. Et c'est pas une nouvelle fois, c'est présenté comme étant un problème d'offre et pas un problème de demande. Voilà, on ne dit pas à un moment donné, les matériaux sont plus chers et ça pose un problème parce que les gens ne peuvent pas payer plus cher et donc c'est bien un problème d'insolvabilité de la demande. Oui, ça ne va pas très bien chez nous, effectivement. Alors le pourquoi... D'abord, le chiffre, c'est moins 20% au premier trimestre. Alors, j'ai moins 22%, effectivement, au premier trimestre par rapport au premier trimestre de l'année 2021. C'est beaucoup, hein.
Il faut bien comprendre tout de suite. On ne parle pas de prix, hein, on parle de volume. Je parle de nombre de transactions, effectivement. Ouais. Il faut bien comprendre tout de suite que ce n'est pas chez nous, pour l'instant, un problème de demande, c'est un problème d'offre. Ah oui. Donc si les ventes baissent, ce n'est pas parce qu'il manque des clients, c'est parce qu'il manque des produits à vendre. Je veux qu'on soit très clair là-dessus. Et le pouvoir d'habiter des Français est en danger. Alors j'ai trouvé une personne qui avait un point de vue un peu différent et qui osait le dire dans les grands médias, et donc je voulais vous le faire écouter parce que c'est très rare. Effectivement, ces chiffres, ce sursaut d'activité qu'on constate habituellement au printemps n'a pas lieu cette année, ça vous inquiète ? C'est inquiétant parce que les causes ne sont pas conjoncturelles courtes, elles sont au moins conjoncturelles longues et sans doute structurelles. On les rappelle, hein, la hausse des taux d'intérêt, la volonté des banques d'avoir un apport personnel beaucoup plus important, oui. Plus 70% en amont, et puis le reste à vivre aussi. Exigence des banques, parce que pardon, le reste à vivre, les frais pour se déplacer de carburant ont beaucoup augmenté. Bien sûr, et la hausse des prix en toile de fond, hein, ininterrompue depuis des années, aujourd'hui, je dirais généralisée, elle concernait les métropoles, elle concerne aussi un nombre important de villes moyennes, voire de territoires ruraux, donc une désolvabilisation de la demande qui n'est plus amortie par le crédit, loin s'en faut, et avec en effet des charges de fonctionnement des logements et des charges de vie qui sont alourdies. Et puis Donc voilà, merci à Henri Buzy-Cazot de nous avoir présenté un autre son de cloche et une autre analyse finalement de la situation, mais on l'a compris globalement dans les médias, l'idée c'est de présenter les choses comme étant un problème pour l'acheteur et jamais un problème pour le vendeur qui ne trouve pas d'acheteur. Hein, l'idée, c'est de pousser évidemment à l'achat. D'ailleurs, je me permets de décerner une palme de la partialité et de la vilainie, 2 palmes. D'abord la palme d'argent à TF1, hein, qui nous présente une excellente idée pour lutter contre la difficulté d'accès au crédit, c'est de faire un crédit à taux variable. Alors, quand on sait que tous les économistes nous annoncent une augmentation des taux, et même la BCE d'ailleurs anticipe une augmentation des taux, faire un crédit immobilier à taux variable, c'est une idée de génie. Et d'ailleurs, ceux qui ont apprécié la crise des subprimes vont probablement trouver que c'est vraiment génial. Alors, je suis navré, hein, je fais ce commentaire après le montage. Je n'ai pas pu mettre le reportage de TF1 parce qu'il est soumis à des droits d'auteur sur YouTube et que ça bloque la publication de ma vidéo. Bon, c'était un reportage que vous pouvez retrouver sur Internet, qui est de toute façon complètement ridicule, comme TF1 sait les faire, mais qui vantait les mérites du crédit à taux variable. TF1 malheureusement n'a pas obtenu la palme de la propagande cette fois-ci, puisque c'est François Langlais qui l'obtient lors d'une interview auprès d'RTL. Alors c'était à l'époque où le gouvernement proposait de geler les loyers pour lutter contre l'inflation. Finalement ils n'ont pas réussi parce que tous les acteurs de l'immobilier sont allés chialer au gouvernement et ont demandé à ce qu'on puisse augmenter les loyers quand même de 3,5%, ce qui est beaucoup mais inférieur à l'inflation. Bref, en tout cas c'était ça la proposition, et François Langlais nous expliquait que ça allait créer une pénurie de logements en France. Le journaliste d'RTL lui pose une question très intéressante. Le locataire est-il pénalisé si les prix sont bloqués? C'est une question intéressante. Alors François Langlais, non, quand même, il admet que c'est vrai que si les prix des loyers n'augmentent pas, le locataire n'est pas pénalisé. Par contre, celui qui cherche un logement n'en trouvera pas. Et d'ailleurs à Stockholm, à cause de ça, il faut 9 ans pour trouver un logement. Alors quelle est la solution? François Langlais propose 2 solutions. Augmenter l'offre de logements en relançant la construction. Ça, c'est une solution très intéressante et originale, qui est d'ailleurs proposée depuis 30 ans. Mais je trouve que c'est un petit peu original quand même. Et puis, la deuxième solution qu'il propose, et c'est pour ça qu'il a eu la palme d'or de la vilainie, de la partialité et de la propagande, c'est de virer les gens de leur HLM dès qu'ils ont un revenu suffisant pour qu'ils puissent aller payer un loyer plus important dans le parc privé. Donc là, moi, j'étais assis sur mon cul quand j'ai dit ça. Alors, il y a quand même quelque chose qui va retarder la crise immobilière. Parce que j'ai des youtubeurs qui me traitent de Cassandre en disant que j'annonce des cataclysmes, alors que c'est pas vrai. Les prix de l'immobilier augmentent tout le temps et ils vont monter indéfiniment. C'est étonnant qu'ils utilisent l'image de Cassandre, parce que Cassandre, elle avait raison quand elle annonçait la chute de Troie. Bref. Il y a quelque chose qui va retarder la crise immobilière, c'est que l'État s'endette comme un cochon
pour finalement masquer la crise inflationniste. Hein, on le sait, c'est avec le bouclier énergétique, on a les prix de l'énergie qui augmentent considérablement dans tous les pays d'Europe, mais pas en France. Et on se retrouve avec une inflation assez réduite, à 6,8%. D'ailleurs, il faudrait voir comment elle est calculée. Qu'on a embauché, je sais pas, David Copperfield ou Gérard Majax à l'INSEE pour calculer les chiffres de... Voilà, simplement il faut voir combien de temps ça va durer. Pour le moment, clairement, on ne voit toujours pas, même la crise du Covid, on ne la voit pas. La seule chose qu'on voit, c'est l'endettement public augmenter et les taux auxquels on s'endette augmenter également. Mais voilà, est-ce que l'État peut vraiment soutenir la consommation? Est-ce que, en soi, c'est possible? Eh bien, je ne pense pas. Et puis on a quand même des indicateurs qui nous amènent à penser qu'on va vers une récession en zone euro. On a le Vatican, ça peut paraître anecdotique, mais qui demande le rapatriement de tous les actifs de l'Église à la Banque du Vatican. Donc voilà, clairement ça pue. Mais il est vrai que pour le moment, ni les États, ni la Banque Centrale Européenne ne semblent prêtes à augmenter les taux suffisamment pour calmer finalement l'endettement des acteurs de l'économie, en particulier des États. Il y a plusieurs contraintes qui l'en empêchent. D'abord, le spread de taux entre les États de l'Union européenne, avec l'Italie qui pose problème. Si les taux augmentent trop fortement, ils ont un petit peu augmenté, mais s'ils augmentent trop fortement, l'Italie va être en faillite. Et la France aussi. Mais le problème, c'est que le fait de maintenir des taux bas, ça diminue la valeur de l'euro, et donc ça augmente le prix des marchandises importées, y compris de l'énergie, et donc finalement, ça aggrave la crise inflationniste. Et pour l'immobilier, ça a une conséquence directe, c'est-à-dire que plus il y a d'inflation importée, vis-à-vis des matériaux importés, plus le revenu des ménages disponible pour l'immobilier diminue, et donc plus ça affaiblit finalement le marché immobilier. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que fait la Fed aux États-Unis. Elle fait finalement la politique inverse, elle augmente ses taux fortement, quitte à provoquer une petite récession et une petite crise sur le marché immobilier. Mais bon, ça les dérange pas, ils ont l'habitude. Ils savent que ça va rétablir des prix des actifs cohérents, et ça va permettre de refaire redémarrer l'économie sans inflation. Et en plus de ça, ils pourront baisser leur taux d'intérêt quand vraiment la récession sera bien installée, pour pouvoir relancer l'économie. Ce que la BCE ne pourra pas faire. Donc les États-Unis ont réalisé finalement un coup de maître. Parce qu'en plus, à chaque fois qu'ils augmentent leur taux d'intérêt, ça augmente la confiance que les gens ont en le dollar. Ils se disent, la Banque centrale des États-Unis ne fait pas n'importe quoi, ne laisse pas la planche à billets submerger finalement le marché, et donc finalement le dollar reste une monnaie refuge. Donc ça augmente la valeur du dollar et ça baisse la valeur de toutes les autres devises, y compris de l'euro. Donc à chaque fois qu'ils augmentent leur taux, ça affaiblit l'Europe, donc ils sont pas prêts d'arrêter d'augmenter leur taux. La BCE, elle, a une politique pour le moment inverse, qui est finalement un raté, maintenant c'est trop tard. Et elle va jusqu'à nous faire des prévisions complètement délirantes, dans lesquelles, alors en 2024, la BCE nous explique qu'il n'y aura plus d'inflation. Alors, plus ou moins par magie, parce qu'elle ne va pas augmenter ses taux, mais il va y avoir un phénomène magique qui va annuler l'inflation. Et puis, en plus de ça, il n'y aura pas d'augmentation de déficit public, qui vont rester à 3,5%. Alors, c'est pas ce qu'on voit pour le moment, mais a priori, les déficits publics vont diminuer d'ici 2024. Et en plus de ça, la productivité des entreprises va augmenter. Donc voilà, c'est formidable. Et je voulais vous montrer une petite analyse de Patrick Artus, qui est l'économiste peut-être le plus influent en France en ce moment, et donc qui fait une petite analyse de cette politique de la BCE qui est très intéressante. Quand on lit les projections de la Banque Centrale Européenne, de la BCE, on doit avouer un certain étonnement, puisque la BCE nous dit que l'inflation elle va refluer à 2,1% en 2024. Alors, certains se demandent si elle est très crédible. Avant qu'on s'interroge sur la crédibilité des banquiers centraux européens, comment arrive-t-elle à un tel calcul déjà ? Alors, il faut regarder en détail les prévisions de la BCE. On commente en général les prévisions de croissance, les prévisions d'inflation. Effectivement, l'inflation redescend, alors qu'on est un peu au-dessus de 8 en ce moment, juste au-dessus de 2% en moyenne annuelle 2024. Et comme c'est de la moyenne annuelle, ça veut dire qu'à la fin de 2024, on est en dessous de 2.
puisqu'on est en trajectoire de descente de l'inflation. Donc il faut aller regarder à l'intérieur vraiment de la prévision de la BCE, comment ils arrivent à ce résultat. Alors la première chose qui surprend, d'abord, il n'y a pas de récession. Hein. Je veux dire, la croissance européenne reste tout à fait raisonnable sur ce 2022, 23, 24. Hein. On a imperméable à tout choc. Une croissance européenne qui continue à être positive, donc on n'est pas du tout. C'est pas une récession qui fait descendre l'inflation, ce qui pourrait être le cas, hein, mais c'est pas du tout ça le scénario. Donc, qu'est-ce qui fait descendre l'inflation dans le scénario de la BCE? Alors, ce ne sont pas non. Alors, c'est pas une récession, donc ce ne sont pas non plus les hausses de taux d'intérêt. dont d'ailleurs les déclarations récentes de certains gouverneurs de banques centrales nous disent que les taux d'intérêt devraient monter jusqu'à 1 à 2%, ce qui évidemment n'aura aucun effet sur l'inflation. Donc il y a une désinflation qui ne vient ni de la récession, ni de la politique monétaire. Et comme en 2024, l'inflation va passer en dessous de 2%, d'ailleurs, ça justifie que la politique monétaire ne s'occupe pas de l'inflation. Donc la première cause, c'est que la BCE ne voit aucune accélération des hausses de salaire. Les hausses de salaire prévues pour 2022, 2023, 2024 sont les mêmes qu'en 2021. Donc il n'y a aucune indexation des salaires au prix. Et aucun rattrapage en 2023-24 de la perte de pouvoir d'achat des salariés cette année, en 2022. Bon, ça, c'est pas vraiment plausible. Alors, probablement leur modèle dit ça. Ça pose une vraie question, d'ailleurs assez fondamentale pour les économistes, qui est-ce que des modèles, qui sont des modèles d'estimation économétrique, hein, calibrés sur la période où il n'y avait pas d'inflation, peuvent servir à prévoir une période d'inflation. Oui. Quand il n'y avait pas d'inflation, on ne se posait pas la question d'indexer les salaires au prix, par exemple. Donc l'indexation effective des salaires au prix dans les années 2010, elle était extrêmement faible. Mais est-ce que ça ne change pas aujourd'hui? Regardez ce que demandent les syndicats dans tous les pays européens. Enfin, la BCE nous dit donc qu'il n'y aura aucun rattrapage salarial en raison de l'inflation post-Covid. Bon, admettons. Donc, voilà. C'est probable. Enfin, nous voyons, il me semble, dans la vie de tous les jours que c'est pas vrai. Mais bon, c'est ce qu'il y a dans. Et puis la deuxième hypothèse, il voit une très forte accélération des gains de productivité, qui se mettrait sur un rythme de croissance tendancielle qui est presque à 2% par an. Ça aussi, c'est pas très crédible au regard de l'histoire. Ça fait quand même plusieurs décennies que les gains de productivité de la zone euro sont plutôt à 1 qu'à 2. Donc, qu'est-ce qui fait, en quelques années, accélérer ainsi les gains de productivité, alors qu'en plus, à court terme, on observe un recul de la productivité dans la zone euro, qui est dû probablement à l'aménagement des conditions de travail, probablement au développement d'emplois dans des services assez peu sophistiqués, hein, services à la personne, les services à domicile, le transport, la logistique, etc. Et donc, on retrouverait des gains de productivité au niveau de ceux des États-Unis, ce qu'on n'a pas vu depuis les années 80, quoi. Donc, alors du coup, effectivement, si les salaires n'accélèrent pas et si la productivité augmente, bah, les coûts salariaux diminuent et l'inflation diminue grâce à la baisse des coûts salariaux. Et pas du tout, à nouveau, à cause de la hausse des taux ou à cause d'une récession économique. Hein. Alors ça, c'est quand même super étonnant comme scénario, quoi. Parce qu'à nouveau, la probabilité que ça se produise est en réalité pratiquement nulle, quoi. Je veux dire, on n'aura pas des gains de productivité qui vont accélérer. On voit qu'on est plutôt dans la dynamique opposée. Et on voit que les salariés vont demander à retrouver au moins une partie de leur perte de pouvoir d'achat. Naturellement, oui. Et d'ailleurs, on voit que la BCE, depuis le début de cette crise, se trompe continuellement sur les prévisions d'inflation. C'est-à-dire que structurellement, leurs instruments doivent sous-estimer l'inflation. Et à nouveau, je me répète, mais je pense parce qu'ils ont été calibrés sur une période où il n'y avait pas d'inflation, hein, et donc les comportements étaient assez différents. Donc voilà, donc la BCE nous livre un scénario très curieux. Et puis elle ne prévoit même pas une accentuation des déficits publics par la mise en place de dispositifs. Non, elle prévoit 3,8% de compensation de cette année. Voilà, donc on est sur une trajectoire de réduction des déficits publics, hein, dans le scénario de la BCE. Et c'est vraiment le meilleur des mondes qu'elle nous dessine. Alors le meilleur des mondes, voilà, ça dépend pour qui, parce que alors effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que la BCE, disons que c'est, du point de vue des marchés financiers, voilà, hein, s'entend. Oui, hein. Mais avant de dire ça, on peut l'interpréter d'un point de vue normatif et pas d'un point de vue positif. Donc d'un point de vue positif, c'est-à-dire est-ce que c'est une prévision crédible du futur? Ma réponse est non, c'est pas une prévision crédible du futur. Ce qui veut dire que l'inflation sera à plus de 2,1% en 2024. Quoi. Enfin, sauf évidemment s'il y a un grand choc des inflationnistes qui arrive d'ici là, mais on voit pas bien lequel. Mais on peut le prendre d'un point de vue normatif. C'est-à-dire qu'en gros, ce scénario, c'est ce que la BCE souhaite qu'il se passe. Et donc, qu'est-ce que la BCE souhaite qu'il se passe? On voit que la BCE souhaite qu'il n'y ait pas d'indexation des salaires au prix.
C'est-à-dire que quand il y a un choc d'inflation, eh bien le choc d'inflation est entièrement porté par les salariés et pas du tout par les entreprises, puisque les salaires ne réagissent pas au choc d'inflation. Donc la BCE nous passe un message qui est de dire surtout ne réindexez pas les salaires sur les prix. Parce que si vous réindexez les salaires sur les prix, alors l'inflation sera au-dessus de 2% en 2024 et on devra monter les taux d'intérêt beaucoup plus que ce qu'on dit aujourd'hui. Donc moi je pense que c'est plutôt un scénario normatif. C'est pour nous montrer les vertus de l'absence de réaction des salaires au prix. Oui, Et maintenant, une réponse à Eureka qui nous a fait une vidéo de très grande qualité sur l'inflation, mais dans laquelle il dit que, selon lui, l'inflation n'est pas le fait des banques centrales. Et alors, je suis absolument pas d'accord, je pense que c'est un point de vue politique de bobo gaucho intramuros qui est totalement ignoble et antisocial au passage. Je pense que, je suis désolé pour Eureka, mais je pense qu'il pense ça parce que il est propriétaire de son logement, qu'il n'a rien à foutre que les prix augmentent pour les plus jeunes et que finalement il veut soutenir le programme de Mélenchon. Mais alors c'est vrai qu'en France, tout le monde veut faire tourner la planche à billets et donc dès qu'on parle d'inflation, finalement tout le monde nous dit c'est pas très grave. On a ceux qui veulent faire tourner la planche à billets pour relancer la consommation. On a ceux qui veulent faire tourner la planche à billets pour relancer le marché immobilier et l'investissement pour les entreprises. On a ceux qui veulent faire tourner la planche à billets pour relancer les services publics et l'État, pour financer les services publics et l'État. Et on a ceux qui veulent faire tourner la planche à billets pour tout et n'importe quoi, et qui sont complètement open bar sur la planche à billets. Voilà, donc c'est un sujet très politique, mais le problème c'est que la planche à billets c'est une catastrophe pour les économies. L'inflation actuelle a très peu de chances d'être due à l'action des banques centrales. Mais arrête de déconner, les données sont publiques. Allez, on sort les graphiques. Le chart des injections monétaires de la Banque Centrale Européenne en zone euro et le chart des injections de la Fed, la Banque Centrale des États-Unis. Je crois que l'analyse est vite faite, non? On connaît l'histoire. En 2008, la Fed lance un programme appelé Quantitative Easing. Elle fait tourner la planche à billets. Donc, on voit bien là le saut de 2008. La Fed remet le couvert en 2012 et puis en 2020, Covid. Et c'est reparti pour un tour de planche à billets. Il y avait moins de 1000 milliards de dollars en circulation en 2008, tandis qu'aujourd'hui, on en est rendu à 9000 milliards, 8000 milliards de dollars en plus. Et pour l'Europe, c'est un peu plus tardif, ça démarre en 2015. Et là, on passe de 1300 milliards à 6300, donc 5000 milliards d'euros en plus. Des injections monétaires massives. Bon, excuse-moi de comprendre un minimum l'économie. Si tu ajoutes de la monnaie comme ça, comme un bourrin, les prix montent. Inflation, CQFD. Ok, il y a malheureusement pas mal de choses qui vont pas dans ta démonstration. On va les lister tranquillement. Mais la première, qui est en elle-même suffisante pour discréditer ta thèse, c'est juste le timing. La Fed lance son programme de quantitative easing en 2008 et la BCE en 2015. Pourtant, dans ces deux pays, l'inflation arrive exactement en même temps, en 2021, respectivement 13 et 6 ans après l'intervention de ces banques centrales. On pourrait aussi parler de la Banque centrale du Japon qui expérimente le quantitative easing dès les années 2000, sans inflation, et qui remet ça en 2012, toujours sans inflation, puisqu'elle est toujours faible au Japon, à peine 2% en ce moment. Non, vraiment, si tu veux garder ta thèse d'inflation par la planche à billets des banques centrales, il faut m'expliquer ces histoires de délai. Alors, Eureka place dans sa vidéo la question qui va permettre à celui qui a la réponse de débunker son propre propos. Et heureusement, parce qu'il a un niveau en économie qui est largement supérieur au mien, et sinon je ne serais pas capable de le faire. Le problème, c'est que j'ai la réponse. Pourquoi on a inflation aux États-Unis et en Europe à partir de 2021, alors que les QE des banques centrales ont commencé évidemment pas vraiment au même moment, 2008, 2015 et depuis des années? Le problème, c'est parce que l'inflation, elle est sectorielle dans le temps, dans l'espace et dans le secteur d'activité. Alors déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que quand on a un QE aux États-Unis, ça a une influence sur le marché européen et vice-versa. Puisque les gens ils font un crédit pour acheter des actions et ces actions ils les achètent dans tous les pays. Un Français aujourd'hui on sait très bien qu'il a des actions Tesla, il a des bitcoins, etc. Bref. Mais d'abord, l'inflation est sectorielle dans le secteur d'activité. Eureka, il divise l'économie en deux en disant qu'on a un marché spéculatif, actions, obligations, immobilier, dans lequel les banques centrales effectivement vont injecter des liquidités, et une économie réelle, production, consommation de biens, qui fixe les prix. Bon.
Et voilà, les deux sont cloisonnés et il n'y a pas de lien entre les deux. Bah si, je suis désolé, il y a un lien entre les deux. C'est-à-dire que les gens, quand ils font des bénéfices sur le marché action, au bout d'un moment, ils font des prises de bénéfices et ils vont aller consommer des biens réels et ça va faire augmenter la demande, ça fait augmenter les prix. Effectivement, c'est de la fausse monnaie, mais cette monnaie, elle est consommée sur le marché réel, donc ça fait augmenter la demande. Alors, pas de manière continue, il peut y avoir des à-coups, il peut y avoir des moments où les gens veulent plus prendre des bénéfices. Ça a par exemple été le cas en 2021 avec la grande démission aux États-Unis, où les gens ont tellement gagné d'argent sur le marché action, et en particulier avec le Covid, puisque les banques centrales stimulaient à mort le marché action pour pas qu'il s'écroule surtout, ils ont tellement gagné d'argent qu'ils ont vendu leurs actions et puis ils sont partis à la retraite. Le problème, c'est qu'ils sont 4 millions à avoir fait ça et qu'ils ont gagné énormément de pognon. Alors déjà, 4 millions qui arrêtent de travailler aux États-Unis, ben, ça fait une baisse de la productivité et puis surtout, ça fait une augmentation de la demande considérable parce qu'ils veulent consommer puisqu'ils ont gagné de l'argent. En France, en 2021, on a un équivalent qui n'est pas vraiment avec le marché action et encore, mais qui va surtout se manifester par le marché immobilier, mais même si, avec l'exode urbain. L'exode urbain, ça concerne le monde entier, mais bon, en France, quand un Parisien va vendre un bien à 600 000 balles et partir dans la Creuse, soi-disant pour changer de vie, en réalité, c'est pour aller faire des petits bijoux et puis rien branler et puis dépenser ces 600 000 balles qui sont sur son compte, eh ben, ça fait de l'inflation, alors cette fois-ci, avec un spread géographique, pardon. C'est-à-dire que 600 000 balles dans la Creuse, c'est trop. Ça déstabilise complètement l'économie locale. Le gars, il arrive, il achète une grange, bah, il peut demander à refaire la charpente avec du chêne, à avoir une dalle en argile, à faire des murs en pierre avec de la chaux. Et tout ça, bah, ça demande énormément d'énergie, de biens et de services. Ça demande à produire des matières premières, ça demande à transporter des matériaux, ça demande à faire du béton, à avoir de l'énergie, etc. Et ça fait augmenter, ça fait exploser la demande. Donc, ça génère de l'inflation. Alors, effectivement, en 2021 en particulier, à cause de cet exode urbain, et finalement de cette grande démission à l'européenne. Mais ça date depuis 2008. Et alors, une autre chose, c'est que Eureka, il considère que l'inflation doit être cantonné finalement à l'augmentation des biens de consommation. Et donc, l'immobilier, il ne le rentre pas dedans, le marché action, il ne le rentre pas dedans. Bah ouais, mais ça, c'est un sujet politique. Je suis désolé, moi, si j'ai envie d'acheter des actions, j'ai le droit. L'accès au capital, c'est quelque chose qui doit faire partie du calcul de l'inflation. D'ailleurs, dans une économie capitaliste, on achète tous collectivement des actions pour payer nos retraites. Alors, la France ne le fait pas parce qu'elle est à la ramasse et qu'elle n'a rien anticipé pour l'avenir, mais théoriquement, la plupart des pays investissent dans les actions pour payer les retraites des vieux. Et donc, si les actions sont trop chères par rapport aux dividendes, ça pose un problème. Et puis, sur l'immobilier, bah oui, non, acheter un bien immobilier, ça n'est pas un investissement. Tout le monde a le droit d'être propriétaire d'un bien immobilier. Et puis, de toute façon, même si on ne considère pas cet aspect-là, le fait qu'il y ait trop d'investissements dans l'immobilier, ça fait exploser les loyers et c'est de l'inflation. Alors, l'INSEE ne calcule l'augmentation des loyers que à 6% dans son calcul de l'inflation. Mais qui paye 6% de son revenu en loyer? On paye beaucoup plus. Donc voilà, l'INSEE, on le sait très bien, sous-estime l'inflation. Donc voilà, l'inflation est sectorielle dans le temps, dans l'espace géométrique et dans le secteur d'activité, ce qui explique qu'on n'a pas un lien linéaire entre l'injection de monnaie et l'inflation. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le dernier secteur qui soit touché par l'inflation sont les salaires. Donc voilà, quand on nous dit que l'inflation, finalement, ça n'est pas un problème, et que le fait d'injecter de la monnaie pour les banques centrales, ça n'est pas un problème parce que ça évite le chômage, tout est relatif, parce que ça diminue les salaires. Donc l'un dans l'autre. En plus de ça, ça va alimenter des sociétés qui ne servent à rien, et donc ça va faire travailler des gens pour que dalle. Je m'explique. L'inflation, ça veut dire que je ne veux plus, ou je ne peux plus, fournir des biens et des services pour ta monnaie de merde, en fait. C'est ça que ça veut dire. Tu ne me fournis pas assez de monnaie, je veux plus de monnaie.
Donc ça veut dire que le pays ne produit pas assez. Ou en tout cas, il ne produit pas les bonnes choses. Et c'est une véritable catastrophe. Maintenant, la déflation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai de la monnaie, mais je ne veux pas acheter ton bien et ton service parce que je n'en ai pas besoin ou j'en ai pas envie. Et donc, en fait, c'est une excellente nouvelle. Effectivement, ça va générer du chômage, des faillites d'entreprises, mais au final, ça veut dire que le pays produit trop. Et donc, c'est une excellente nouvelle. Alors, il va falloir réadapter cette production, peut-être essayer de faire quelque chose de nouveau, ou alors travailler moins, j'en sais rien. Mais en tout cas, la déflation est une meilleure nouvelle que l'inflation. Et enfin, Eureka nous dit que l'inflation serait liée à l'augmentation du prix de l'énergie qui n'aurait rien à voir avec les banques centrales. Une nouvelle fois, l'énergie, les matières premières et même les biens manufacturés, ils sont produits dans des pays, entre guillemets, du tiers-monde, en échange de notre monnaie. Et si notre monnaie, elle est en trop grande quantité, ils en veulent plus. C'est aussi simple que ça, c'est un rapport de force. Alors on sait qu'il y a moins d'énergie, on sait qu'il y a moins de métaux, qu'on va avoir une raréfaction de plein de matières premières, et que, alors ça effectivement, ça n'a rien à voir avec les banques centrales. Mais le fait que la valeur de la monnaie baisse, et finalement que les autres pays ne veulent plus fournir le même travail qu'avant pour la quantité de monnaie qu'on leur fournit, ça, c'est totalement lié à la quantité de monnaie en place et c'est lié finalement à l'action des banques centrales. Ça arrange bien tout le monde au niveau idéologique qu'on dissocie la masse monétaire de l'inflation. Parce que ça permet à tout le monde de faire tourner la planche à billets autant qu'il le veut, finalement, tout en se disant que tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais la vérité, c'est que l'inflation, elle est complètement liée à la masse monétaire.